Bonjour à tous. Merci Christophe pour la présentation. Et je voudrais remercier aussi Antoine Gardel qui m'a invité à ces journées-là. Pour moi, c'est une occasion unique de revenir en Guyane après avoir travaillé sur Petit Saut il y a plus de 16 ans et de faire le lien finalement avec les nouvelles activités que j'ai développées au Brésil dans le cadre du projet que Christophe vient de citer, qui commence maintenant. Donc là, je vais vous faire un petit état de l'art du rôle des estuaires tropicaux et des mangroves dans le cycle du carbone, dans le cycle global du carbone. Donc, essayer de se mettre dans cette perspective du cycle global. Je voudrais aussi mentionner donc, ici mes collaborateurs. Ce sont des recherches qui ont été menées dans le cadre notamment d'un projet, d'un International Research Project du CNRS INE à Rio de Janeiro, et avec des partenariats au Brésil. Et donc, voici notre cycle global du carbone datant de 2016, qui est en fait la première fois où le continuum air-mer, non pas air-mer, continent terre-mer a été pris en compte de manière un peu plus précise en termes de bilan de carbone. Donc, c'est l'objet que j'ai entouré ici en rouge. Pour référentiel, et c'est important pour la suite de ma présentation, les émissions de carbone sont estimées à environ aujourd'hui 10 pétagrammes de carbone par an. Et donc là, à cette époque-là, en 2013, ce qui a été quantifié, c'est, bon, on savait déjà que les rivières exportaient vers l'océan environ 0,9 pétagrammes. Et puis, c'est surtout les émissions qui ont été prises en compte de ce continuum vers l'atmosphère, avec un flux résiduel en fait, du milieu terrestre vers le milieu aquatique, estimé à cette époque-là à 1,7 pétagramme de carbone. Donc ça c'était basé là-dessus. C'était une reconceptualisation du cycle du carbone qui n'est pas seulement un transfert passif, mais un transfert actif, avec davantage de carbone qui est perdu par les écosystèmes terrestres que ce qui arrive à l'océan, avec donc évidemment cette émission et ce stockage sur le chemin qui constitue ce continuum. Alors, je vais être un peu provocateur maintenant, c'est-à-dire que je cite ici les différentes publications qui ont été publiées, enfin qui ont été publiées depuis, avec une très belle corrélation, si on exclut un outlier, entre la quantité de carbone émise par ce continuum et la date de publication. Donc la question, quelque part, que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette tendance va continuer? Et j'y réponds en disant très probablement non, parce que nous avons de gros problèmes sur ces estimations, avec des grosses incertitudes. Le premier type de problème, c'est que les données sont de très mauvaise qualité. Les données nécessaires pour calculer ces flux, ce sont les gradients de CO2 entre l'air et l'eau, donc ce que je vais appeler la PCO2 pendant tout mon exposé. Et puis, la plupart du temps, ce sont des données qui sont calculées à partir de mesures de pH et d'alcalinité. Et il y a des grosses interférences avec des acides organiques, des problèmes de chimie qui font qu'on a une surestimation qui peut être très, très importante. Ensuite, un deuxième problème, c'est que les gens qui ont calculé ces flux à l'échelle globale ont pris en compte non seulement les eaux permanentes, les lacs, les rivières, les estuaires, mais aussi les eaux intermittentes, en disant bon, les eaux intermittentes, elles sont émergées la moitié du temps, donc je leur attribue la moitié de plus, grosso modo. Mais ça ne fonctionne pas du tout parce que il faut quand même conceptualiser le cycle du carbone d'une manière à peu près correcte, et notamment prendre en compte le fait que les compartiments, enfin les activités biologiques, production primaire, respiration par les organismes autotrophes, par les organismes hétérotrophes, se distribuent de manière complètement différente entre des eaux, des systèmes, entre des systèmes, voilà, entre un système aquatique strict, donc un estuaire par exemple, et les systèmes qui sont inondés de manière intermittente. Ici, c'est le cas des mangroves. Notamment, nous avons une production primaire aérienne qui va alimenter le système en carbone directement. Et
ce qui est totalement différent ici dans le milieu aquatique, puisque la production primaire va utiliser du carbone dissous dans l'eau et que tous ces calculs sont des calculs qui sont faits à l'interface entre l'eau et l'air. Donc, des problèmes de conceptualisation et aussi le fait que finalement, ces zones qui sont inondées temporairement sont des sources de carbone pour le système. Et en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on compte 2 fois le même flux de carbone. Et finalement, une mangrove, ça va être le cas par exemple pour une mangrove fait de la photosynthèse et envoie ensuite du carbone organique ou du CO2 dissous vers les eaux qui l'entourent. Et donc, c'est un puits de carbone, mais pourtant, ces eaux sont une source de carbone pour l'atmosphère. Donc, on va faire un petit zoom maintenant sur les estuaires. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont des données qui sont mesurées directement. Donc, pas de calcul, simplement des mesures en continu, soit du flux et des concentrations, ce qui nous permet de déterminer le coefficient de transfert, de le paramétriser en fonction de valeurs physiques, le vent, le courant. Et donc, dans mon exposé, quand vous verrez des valeurs de PCO2 qui sont inférieures à 400 ppm, c'est un puits, et supérieur, c'est une source. Alors, à l'échelle globale, les estuaires sont considérés comme des sources de CO2 malgré leur très faible surface. Ce sont des points chauds d'émissions de CO2 qui compensent grosso modo le puits du plateau continental. Donc, le plateau continental est un puits de CO2 et les estuaires sont considérés comme des sources de CO2. 2 raisons à cela. D'abord, ce sont des écosystèmes qui sont hétérotrophes, c'est-à-dire que la respiration, la dégradation de matière organique est plus importante que la production de matière organique, que l'autotrophie. Deuxième chose, il y a aussi des apports latéraux, notamment provenant des mangroves. Mais oui, donc voilà. Donc la conceptualisation, au départ, on disait bon, un estuaire, c'est simple, ça reçoit de la matière organique, il y a de la respiration, ça émet du CO2. Et puis, ici, on a une zone qui est extrêmement limitée au niveau pénétration de la lumière, donc pas de production primaire. Et puis, un peu plus en aval, on peut avoir de la production primaire et parfois, saisonnièrement, des puits de CO2 ou des émissions selon la dynamique des masses d'eau et aussi biologique. Alors, même je vais encore continuer à provoquer un petit peu dans le sens où si on regarde les estimations qui ont été publiées jusqu'ici, et la première, j'en suis responsable, nous avons une diminution du flux de CO2 émis par les estuaires à l'échelle globale. Et là, la question est de dire, est-ce que cette tendance, en fonction de la date de publication, va continuer jusqu'à peut-être arriver à un flux négatif? Et là, j'ai plutôt… alors, il y a des raisons à ça. Hein. La première chose, c'est que le nombre de sites d'études a augmenté. La deuxième chose, c'est qu'on a un petit peu corrigé les surfaces prises en compte. Et puis surtout, on a commencé à prendre en compte une typologie et la morphologie des différents estuaires qui vont se comporter de manière différente, qui vont avoir une balance hétérotrophie-autotrophie différente. Et donc, ça permet d'affiner ces estimations à l'échelle globale. Et donc, si je me demande ici, est-ce que cette tendance va continuer et arriver à des valeurs négatives, là, j'ai plutôt envie de dire oui, très probablement, parce que les données dont on dispose, il y a très peu de données dans les milieux tropicaux et dans les estuaires tropicaux, les processus sont différents. Il faut savoir que les estuaires tropicaux, entre 25 de latitude nord et sud, c'est 2/3 du débit mondial. Ensuite, les proportions de superficie des estuaires, c'est à peu près la moitié, sans compter les grands estuaires, les plumes comme celles de l'Amazone, les panaches de l'Amazone, Congo, Orinoque, etc. Et puis, il y a 2 processus qui font que ça devient plutôt des puits. C'est d'abord l'eutrophisation marine et le deuxième processus, c'est de la géochimie des carbonates que je vais vous expliquer très rapidement. Alors, premier processus, l'eutrophisation marine, nous avons un terrain de jeu à Rio de Janeiro qui est assez fantastique pour ça. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres régions, en région tropicale, les populations sur les côtes continuent à augmenter.
Donc, vous avez le phénomène d'eutrophisation, un enrichissement des écosystèmes estuariens en azote, en phosphore, et donc ce qui favorise la production primaire. Ici, vous voyez la distribution de la chlorophylle, et cette baie de Guanabara, ici, la baie de Sepetiba, sont très, très riches en chlorophylle. Et ici, vous voyez la relation très, très nette entre la chlorophylle et l'emprise urbaine sur les littorales. Donc là, c'est les premières mesures qu'on a faites dans ce genre de milieu. Et pour résumer, je vais juste parler de cette couleur violette, la rose-violette, qui correspond en fait à des puits de CO2 extrêmement intenses. Nous sommes dans des eaux marines, salinité, bon, c'est un peu dessalé, c'est du 25 pour 1000. Donc la capacité tampon du système carbonate est très forte. Et malgré cette capacité tampon très élevée, la biologie et l'eutrophisation est capable de générer des flux de CO2, voire de consommer la totalité du CO2 dans la colonne d'eau, à tel point que le CO2 peut devenir limitant pour la production primaire. Alors ça, on l'a étendu à différentes lagunes et apparemment. Donc on voit en fait une corrélation très nette entre la chlorophylle et le fait que ces écosystèmes soient des puits de CO2. D'où l'idée que finalement, l'eutrophisation des estuaires, des lagunes en région tropicale à l'échelle globale puisse avoir un impact sur les bilans de carbone. On a donc mon collègue Vincent Brantrepod nous a fait quelques petites analyses d'autres lagunes dans la région sur le littoral du Brésil. La lagune de Todos os Santos dans Bahia, Salvador de Bahia, Dos Patos avec la ville de Porto Alegre, Bahia Norte Sur de Santa Catarina avec la ville de Florianópolis. Systématiquement, on a des pics de chlorophylle et donc on s'attend à ce que les systèmes soient des puits de CO2 et non pas des sources. Alors, c'est quand même un problème. Alors, on va dire que c'est une vertu. Merci l'eutrophisation qui se met à pomper du CO2 et qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. Pas du tout. D'abord, bon, ce n'est pas forcément significatif. Et puis surtout, ce sont des environnements qui sont en train de perdre leur qualité en évoluant vers des zones mortes, des marine dead zones. Je suis en train de parler français, là, je viens juste de m'en apercevoir. Excusez-moi. Donc, je continue, hein, si ça ne vous embête pas. Donc, second processus, c'est la chimie des carbonates. Lorsqu'on considère un mélange d'eau douce et d'eau de mer, on peut considérer dans le système carbonate qu'il y a deux variables qui sont conservatives, c'est l'alcalinité et le carbonate inorganique dissous. Et donc, si on trace des droites entre les deux end-members et qu'ensuite on résout le système carbonate, et bien dans le cas des systèmes tropicaux où l'alcalinité est très très faible, ça c'est l'alcalinité en fonction de la latitude, vous avez ici l'Amazone, le Niger, le Congo, l'Orénoque. Dans ce cas-là, la physico-chimie va créer, sans biologie, un puits de CO2. Et ça, c'est très valable, c'est très visible sur l'Amazone. Voilà quelques travaux antérieurs sur l'Amazone. Bon, ici, la salinité est de 30 jusqu'à 35, donc c'est assez difficile d'obtenir des données à haute résolution dans la plume de l'Amazone. Les campagnes sont assez compliquées, ce qui explique qu'ici, en 2010, Lefebvre et al. Ont réussi à échantillonner jusqu'à la salinité 17, et puis qu'ici, quand ils ont essayé d'avoir la totalité du gradient de salinité, ils n'ont pas pu déployer des mesures embarquées. Mais nous avons eu la chance de travailler sur un estuaire beaucoup plus petit, mais où les conditions physico-chimiques sont pratiquement les mêmes. C'est l'estuaire du San Francisco, dans le nord-est du Brésil. C'est un estuaire qui est sur son bassin versant, il y a eu des constructions de barrages, ce qui fait qu'il est devenu complètement oligotrophe. Et en plus, il a un temps de résidence très court. Et donc, ça explique que les points bleus, là, qui sont nos mesures le long du gradient de salinité ici, soient très, très proches de la ligne théorique rouge qui correspond à la conservativité. Une autre remarque ici, c'est que dans le chenal secondaire où il y a des mangroves, là, le CO2 est au-dessus de ce qu'on observe dans le chenal principal.
du fait du pompage tidal, le processus que j'ai mentionné tout à l'heure, le fait que les sols de mangrove exportent du CO2 vers les chenaux. Ensuite, à partir de ça, on voit, bon, il y a 2 saisons ici. Ici, on voit que la ligne rouge, elle est un petit peu en dessous des points de mesure, ce qui nous a permis en fait d'appliquer un petit modèle théorique pour calculer les déviations, en tout cas les contributions biologiques, autotrophie, hétérotrophie. Et nous avons ici un système qui est un puits de CO2, mais qui est hétérotrophe. Donc là, c'est complètement contre-intuitif. D'habitude, on dit hétérotrophe source, autotrophe puits. Là, c'est le contraire parce que c'est la thermodynamique qui mène le bal. Ce processus-là, on a pu aussi l'observer, le confirmer sur l'estuaire du Paraíba do Sul. Sauf que là, les eaux douces, le système est quand même relativement eutrophe, ce qui fait qu'on part la plupart du temps, pendant les périodes d'étiage, on part avec des eaux douces qui sont déjà des puits de CO2. Et tout le long du gradient estuarien, ici, offshore, à l'extérieur de la limite des côtes, les eaux sont des puits de CO2, à l'exception des périodes de crue, où là, on a beaucoup d'apports de CO2 par la rivière, et donc un bilan qui est à peu près à l'équilibre. Alors, passons maintenant aux mangroves. Alors, moi, j'envisage toujours les mangroves et les estuaires ensemble. D'abord, il y a 2 raisons pour ça. D'abord, parce que les estuaires sont quand même un peu plus significatifs à l'échelle globale dans le cycle du carbone. Ce qu'on sait actuellement sur les mangroves, c'est que le réservoir de carbone qui est stocké dans les mangroves à l'échelle globale représente environ entre 6 et 10 pétagrammes et qu'il est principalement situé dans le sol, dans le sédiment, et non pas dans la biomasse, qu'elle soit aérienne ou souterraine. Donc ça, si vous vous souvenez du début, 10 pétagrammes de carbone, c'est une année d'émissions industrielles. Et ça, c'est le réservoir. Après, quand on parle de flux, donc de flux annuel, pétagrammes de carbone par an, là, ce qu'on constate, c'est que les taux d'accumulation de carbone dans les sols des mangroves sont exceptionnellement élevés, 50 fois plus importants que d'autres types de forêts, parce que ce sont des sols qui sont saturés en eau, anoxiques, et donc la reminéralisation de la matière organique est ralentie. Donc, à peu près un ratio de 50 sur la quantité de carbone qui est stockée. Mais par contre, si on essaye d'extrapoler à l'échelle globale et qu'on multiplie tout ceci par les surfaces, ben là, on voit que finalement, les mangroves représentent une surface relativement modeste et que là, on est déjà dans les téragrammes de carbone, on n'est plus dans les pétagrammes, donc c'est plus du tout là, mais il y a un facteur 1000. Et ils sont nettement moins efficaces que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, ce n'est pas la répartition des forêts de mangroves actuellement et puis la superficie qu'elles occupent ou qu'elles pourraient occuper éventuellement dans le futur ne permettra pas de résoudre le changement climatique. Alors, quand on étudie le cycle du carbone dans les mangroves, il y a une chose qu'il faut vraiment prendre en compte. La première chose, c'est la morphologie. Parce qu'en fait, il y a la morphodynamique de la mangrove. Parce qu'en fait, la répartition des réservoirs, aussi bien biomasse que biomasse aérienne que le sédiment, le sol, dépendent extrêmement du fait qu'on soit dans une mangrove de type lagunaire, estuarienne, deltaïque ou open coast, comme on les appelle. Donc ça, c'est un travail de Twiley qui a vraiment débroussaillé tout ça pour faire une classification des mangroves adaptées au cycle du carbone. Et puis, nous avons aussi des travaux qui, à l'échelle globale, font des bilans de carbone entre les différents compartiments aériens, chute de litière, respiration dans le sol, production racinaire, etc., en les multipliant par les superficies des mangroves. Mais comme la géomorphologie n'est pas prise en compte dans ces bilans-là, en fait, ils ne sont pas du tout utiles parce qu'on ne peut pas les utiliser pour faire de la modélisation, pour développer des modèles qui vont pouvoir nous expliquer comment le cycle du carbone va pouvoir évoluer dans le futur. Donc, et juste pour vous dire, pour encore une fois être un peu provocateur, il y a un bilan de carbone détaillé des mangroves à l'échelle globale, c'est celui de Alonghi, mais il n'existe même pas une mangrove sur laquelle l'ensemble de ces compartiments ont été quantifiés.
Donc, il y a du boulot et c'est ce qu'on propose de faire dans notre projet. Autre chose que nous, on étudie, alors Edouard nous a montré tout à l'heure l'importance des changements globaux sur les mangroves. Une autre menace, un autre processus qui va probablement changer, qui peut changer potentiellement la biogéochimie des mangroves et leur bilan de carbone, c'est donc aussi l'eutrophisation qui change, comme je vous l'ai montré, les flux dans les milieux aquatiques, les estuaires, et aussi potentiellement dans les sols de mangrove, à travers, soit on va avoir donc un dépôt, on a le milieu qui est complètement enrichi en matière organique, donc on a des dépôts beaucoup plus importants de matière organique qui ne viennent pas de la mangrove, mais qui viennent de l'extérieur, du phytoplancton, des rejets d'égouts, et cette matière organique, elle est extrêmement biodégradable, beaucoup plus biodégradable que le sol de mangrove. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on appelle des effets priming, c'est-à-dire une stimulation de l'activité microbienne par cet apport de matière organique riche en azote, riche en phosphore, et donc des changements, peut-être même, voire une mobilisation du carbone bleu du sol à travers cet effet priming. Donc, nous, on a essayé de l'étudier à Rio de Janeiro. On a travaillé sur le même gradient. Là, vous voyez, vous reconnaissez ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, 3 mangroves, avec une qui est extrêmement polluée, qui reçoit des égouts et puis des algues, une qui reçoit ici aussi du phytoplancton, principalement, un peu moins d'égouts, et puis une qui est pratiquement pristine. Et le long de ce gradient, on observe des marqueurs typiques d'eutrophisation comme l'azote 15, qui suivent très, très bien le gradient, la concentration en azote et en phosphore inorganique dans le sédiment, qui suit aussi très bien le gradient, et puis le flux de CO2 entre le sédiment et l'air lors de l'immersion, qui suit aussi le gradient. Par contre, sur le méthane, pas beaucoup de changements, pas de changements significatifs, et de toute façon, le méthane n'est pas un sujet en termes, enfin, dans les milieux marins. Voilà, à l'échelle globale, ce n'est pas très significatif. Ensuite, on a aussi caractérisé différentes composantes de cette matière organique et on observe que des traceurs, alors on a des traceurs de sources de matière organique comme égouts ou microalgues qui sont présents, et puis on a aussi des traceurs qui indiquent davantage d'activité des traceurs comme les acides gras, davantage de biomasse fongique, davantage de biomasse microbienne. Donc l'idée que l'activité hétérotrophe dans les sols de mangrove est boostée semble se vérifier. Et puis on a donc ce flux de CO2. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce CO2 provient des algues qui ont été apportées en plus, ou bien est-ce qu'il y a mobilisation du carbone qui est en dessous? Alors, on a fait une autre expérience aussi avec mon collègue Tarim Méziane pour voir un peu l'impact de l'eutrophisation, cette fois-ci dans le contexte de la Guadeloupe, où ce sont des dépôts de sargasses qui viennent s'échouer dans les mangroves. Et donc, on a fait une manip là, pendant 2 mois, un étudiant qui a très bien travaillé, qui a, en fait, on a reproduit différentes conditions. Une première condition témoin, avec ou sans crabe, le crabe étant l'espèce ingénieure du sol de mangrove extrêmement dynamique. Des deuxièmes conditions où chaque jour on apportait une feuille de palétuvier. Et puis, troisième condition où on apportait cette feuille de palétuvier plus des sargasses. Et ce qu'on observe, le résultat, on l'observe sur à peu près tous les paramètres qu'on a mesurés. Je vous montre ici un graphique qui montre l'enrichissement en carbone organique vers le haut et la signature en C13 avec la signature des sources, les feuilles de mangrove et les sargasses. Donc, ce qu'on observe en surface lorsqu'on apporte, donc là vous avez le contrôle et le T0. Ensuite, on a un enrichissement en mettant les feuilles. Ça, c'est le cas des feuilles. Et puis, quand on met les feuilles plus les sargasses, ça s'enrichit encore plus, ce qui est tout à fait logique. Par contre, et puis là, ça prend aussi la signature des sargasses. Par contre, à 6 cm de profondeur, eh ben, on observe un enrichissement, mais avec la signature des feuilles. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, les autres paramètres le disent aussi, c'est que aussi bien les microbes hétérotrophes que les crabes, et on le vérifie avec la signature des acides gras au sein des crabes,
vont complètement shifter vers les sargasses et ils vont abandonner les feuilles et les feuilles vont s'enfouir de manière plus efficace. Donc, vous voyez une certaine sensibilité quand même du réacteur biologique, microbiologique du sol à ces apports de sargasses. Donc, je vais terminer rapidement sur des perspectives. Donc, voilà notre projet qui vient juste d'être validé. Nous allons travailler sur 10 sites de mangroves qui couvrent l'ensemble de la géomorphologie dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi certains sites qui sont très eutrophes, très pollués, et d'autres qui sont vraiment pristines. Alors, j'insiste un peu sur la connexion que j'aimerais vraiment mettre en place entre le Brésil et la Guyane. Nous avons 3 sites, nous avons sélectionné 3 sites qu'on va aller visiter avec Christophe la semaine prochaine en Guyane, et puis 3 sites au Brésil. Rapidement, les work packages. Donc, on va travailler sur les estuaires. On va développer des outils, notamment basés sur la couleur de l'eau, pour mieux quantifier les bilans de carbone des estuaires, ainsi que de la modélisation biogéochimique estuarienne, couplée transport-réaction. Quelques campagnes de terrain aussi pour compléter notre base de données. Sur les mangroves, on a 3 work packages, dont certains sont extrêmement ambitieux. Le premier est de déterminer les 8 composantes que je vous ai citées, composantes internes du cycle du carbone sur les 10 sites de mangroves. Ensuite, caractériser la matière organique du sol avec des outils assez performants, et puis aussi déterminer toute la microbiologie et tous les processus de reminéralisation du carbone dans le sol. Et puis, on va reproduire cette expérience de priming, mais avec non seulement des sargasses, mais aussi du phytoplancton. Et voilà, et je conclus là-dessus. Merci pour votre attention. Parfait. Merci Gwenaël pour cette super présentation. Je note déjà 2 points communs avec la première présentation d'Edouard. La première chose, c'est l'importance de la géomorphologie littorale. Et le deuxième point, c'est l'humilité. L'humilité par rapport à la complexité et l'imbrication des processus à toutes les échelles de temps et d'espace. Donc, qui a des questions ? Merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous comptiez faire des mesures suivant la saison sèche et la saison des pluies, pour savoir si le stockage serait plus ou moins fort suivant l'intensité de la sécheresse, et du coup pouvoir peut-être estimer quelle pourrait être la force de puits de carbone avec du réchauffement climatique accentué. Voilà. Donc, bien sûr, l'aspect saisonnier est pris en compte. Un minimum qu'on fait, c'est, enfin, sur les estuaires, on essaie d'avoir 4 campagnes, 2 ou 4 campagnes, saison sèche, saison humide. Sur les mangroves, on aimerait avoir 6 mesures tout au long de l'année pour avoir du bimensuel. Hein. Et de toute façon, pour faire un bilan à peu près correct de chute de litière, de production de racines, etc., la dimension saisonnière est fondamentale. Une autre question ? Oui, Edouard. Vous allez me faire courir. Hein. Merci Gwenaël pour cette très belle présentation, et puis qui quand même met à l'honneur la géomorphologie. Je ne voyais pas du tout la géomorphologie dans cette direction-là, donc c'est très bien. Bon, je pense que ma question, évidemment, je subodore ce que tu vas dire, c'est-à-dire c'est tellement compliqué à l'heure actuelle d'établir ces bilans-là que si on envisage en fait des scénarios de montée du niveau de la mer, comment est-ce que ça peut se dégoupiller en fonction des scénarios différents? Voilà, donc bon, je sais, difficile de répondre. C'est compliqué. Ce que tu disais tout à l'heure au sujet de la remobilisation de carbone plus profond, c'est clair que si ce carbone il est remobilisé,
même si c'est du carbone organique qui est fixé sur des particules, mais à partir du moment où il va se retrouver en suspension, en contact avec de l'oxygène, etc., ça sera dégradé, même s'il a 1000 ans ou 300 ans. Donc ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Après, ben, en fait, la difficulté, je crois, par rapport à ce que vous avez montré, vous, c'est que vous avez beaucoup de connaissances finalement sur la dynamique aérienne de la mangrove. Par contre, sur le sol et le stockage, on ne sait pas grand-chose. Et quand on fait des carottes de sédiments avec des profils de plomb 210, on va intégrer des échelles de temps qui sont quand même de l'ordre de 20, 30, 50 ans. Et donc, on ne peut pas voir, ou on a du mal à voir des réponses sur des échelles de temps plus courtes. Donc, la composante du réservoir de carbone sédimentaire en mangrove, ben on ne la comprend pas à cette échelle de temps-là. Donc, c'est un peu difficile. Parfois même, sur des carottes, nous, on a observé des shifts qui correspondent à des passages d'ouragan où tout a décollé. Et puis là, paf, on voit qu'on a un décrochage au niveau des datations. Et ensuite, ça revient. Donc, très complexe aussi. Mais voilà, question d'échelle de temps. Pour le cas des Guyanes, hein, des 3 Guyanes. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a en fait la remobilisation de la matière organique, donc des Abyssiniens, qu'on a vu sur les photos, hein, qui sont laminés en fait par la houle. Et puis, ça se termine où? C'est-à-dire que, a priori, j'imagine qu'une partie de cette matière organique est enfermée dans des bancs de vase qui sont en transit, mais que, in fine, comme tous ces bancs de vase sont recyclés quand même vers l'Orénoque, cette matière organique donc sera dégradée progressivement, mais qu'il en restera suffisamment pour être enfui au niveau donc de l'embouchure de l'Orénoque et descendre donc le Grand Canyon de l'Orénoque vers les sédiments donc du Dipsifan, donc de l'Orénoque. Ça, c'est une hypothèse. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse à ces aspects-là. Donc, voilà. Pour ici, ça montre la spécificité aussi de ce littoral des 3 Guyanes, donc avec ce réacteur massif, en fait, donc de vase qui est entretenu par l'énergie de la houle. Une petite question encore, un commentaire?